Suite du chapitre M3, partie 3.1.4, mesure de l'inductance propre d'une bobine. On met sous forme canonique, en introduisant une constante de temps, taux, on obtient taux dV sur dt, plus V égale EG, avec taux égale L sur R0. La mesure de la constante de temps permet donc d'accéder à l'inductance propre de la bobine, puisque on connaît la résistance R0. Après cette révision sur le régime transitoire d'un circuit RL, on va aussi revoir l'étude énergétique d'une bobine, grand 3.1.5, soit une bobine d'inductance propre L et de résistance interne R. On oriente en définissant la flèche de I et la tension U. Nous sommes en convention récepteur. La puissance reçue par la bobine s'écrit P égale UI, soit L dI sur dt fois I plus RI carré. Donc, la puissance peut se mettre sous la forme dérivée par rapport au temps de 1/2 de LI carré plus RI carré. 1/2 de LI carré, par définition, c'est l'énergie magnétique. On l'appelle énergie magnétique puisqu'elle est liée à la présence d'un champ magnétique créé par la bobine. On en déduit l'énergie reçue par la bobine pendant dt. Il s'agit de la puissance reçue fois la durée dt. Donc, la différentielle de 1/2 de LI carré plus RI carré dt. Lorsqu'elle reçoit une quantité d'énergie delta E reçue, la bobine en stocke une partie sous forme d'énergie magnétique 1/2 de LI carré, et le reste est dissipé par effet Joule. C'est le terme RI carré dt. Grand 3.2, nous considérons maintenant deux bobines en interaction. Grand 3.2.1, inductance mutuelle. On considère deux circuits, C1 et C2, tous les deux orientés. On définit donc une intensité I1, une intensité I2. Les deux circuits sont en présence l'un de l'autre et donc peuvent interagir. Le circuit C1 parcouru par l'intensité I1 crée un champ magnétique qu'on peut appeler B1, et ce champ magnétique règne dans tout l'espace, y compris au niveau du circuit C2, et donc on peut calculer, définir un flux du champ magnétique créé par C1 à travers C2, qu'on appellera le flux envoyé par C1 à travers C2. De même, C2 parcouru par le courant d'intensité I2 crée un champ magnétique au voisinage du circuit C1, et le flux du champ magnétique créé par C2 à travers C1 sera appelé le flux envoyé par C2 à travers C1. Le flux envoyé par C1 à travers C2, comme il est créé par le champ magnétique associé au circuit 1, il est proportionnel à l'intensité I1, tandis que le flux envoyé par C2 à travers C1, qui est proportionnel au champ magnétique créé par le circuit 2, est proportionnel à I2. On admet le théorème de Neumann. Le coefficient de proportionnalité entre flux et intensité est le même dans les deux cas. Ce coefficient de proportionnalité, noté avec la lettre M, est par définition l'inductance mutuelle du système des deux circuits. Le signe du coefficient d'inductance mutuelle dépend de l'orientation arbitraire des deux circuits, et ce signe change chaque fois qu'on change le signe, le sens de l'une des deux orientations. Enfin, M s'exprime en Henry, puisqu'il a la même dimension que l'inductance propre L. Grand 3.2.2, inductance mutuelle entre deux solénoïdes de même axe. C'est un exemple de calcul d'inductance mutuelle. On suppose qu'on a un petit solénoïde situé à l'intérieur d'un solénoïde plus grand. Alors plus petit, plus grand, c'est en diamètre. On appelle L1 la longueur du solénoïde numéro 1. S2, pardon, la section du solénoïde numéro 2, le plus petit. Alors je ne vais pas représenter toutes les spires du grand solénoïde pour ne pas cacher le solénoïde intérieur. On oriente
arbitrairement selon la règle de la main droite par rapport à l'axe des X les deux solénoïdes. Donc, hein, comme ça. Ici, on a l'intensité I2, I1 pour le solénoïde le plus grand. Les deux solénoïdes ont respectivement N1 et N2 spires. Pour calculer l'inductance mutuelle, on peut au choix calculer le champ magnétique créé par le premier solénoïde et son flux à travers le deuxième, ou l'inverse, le champ créé par le deuxième solénoïde et son flux à travers le premier. C'est plus simple de calculer le champ créé par le plus grand solénoïde et son flux à travers le plus petit. Donc le champ B1 créé par le solénoïde numéro 1, en supposant le modèle du solénoïde infini, c'est la constante magnétique mu0 fois le nombre de spires par unité de longueur, donc N1 divisé par L1, fois l'intensité I1 fois le vecteur unitaire EX. Donc le flux que le solénoïde 1 envoie à travers le solénoïde 2, on l'obtient simplement en calculant le flux à travers une spire en multipliant par le nombre de spires. Le flux à travers une spire, c'est la mesure algébrique de B1, donc j'enlève juste le vecteur unitaire, et je multiplie par l'aire d'une spire du solénoïde numéro 2. Donc je vais obtenir mu0, N1 sur L1, je multiplie par l'aire S2, je remets le 1 ici, et je multiplie le tout par le nombre de spires du solénoïde numéro 2, N2. Je ne mets pas de signe parce que les conventions d'orientation ont été choisies de manière cohérente. Il n'y a pas de signe moins ici parce qu'on a utilisé la règle de la main droite pour orienter le I1 par rapport à l'axe des X. Et enfin, comme j'ai aussi orienté I2 par la règle de la main droite, les vecteurs unitaires des surfaces du solénoïde numéro 2 sont tous confondus avec le vecteur unitaire EX. Donc en fait, je me retrouve avec un produit scalaire EX scalaire EX. Le coefficient de proportionnalité de l'inductance mutuelle M, donc entre Φ1,2 et I2, entre Φ1,2 par exemple et I1, c'est mu0 N1 N2 divisé par L1 fois S2. Ça semble bien plus compliqué de calculer le flux du circuit 2 à travers le circuit 1 parce qu'il faudrait exprimer le champ magnétique créé par B2 à travers les spires du solénoïde 1. Or, le champ magnétique créé par le solénoïde S2 n'est pas uniforme à l'extérieur du solénoïde S2. Et comme il y a des spires du solénoïde S1 qui se trouvent à l'extérieur de S2, on aurait un problème, on se retrouverait à devoir calculer un flux d'un champ magnétique non uniforme qu'on ne sait même pas calculer. On constate avec les conventions choisies, les orientations du schéma, que M est positif. Grand 3 de 5, les deux bobines sont en interaction. On va donner un schéma électrique équivalent à chacune des deux bobines. Grand 3 de 3. Donc on représente un circuit qui présente un enroulement, sinon les inductances sont négligeables. Un autre circuit ici, avec des bornes C1, C2, qui sont suffisamment proches l'un de l'autre pour interagir. On oriente les deux solénoïdes, I1, I2, et on définit la tension à leur borne en convention récepteur, U1, U2. Voilà, pour les deux circuits. Schéma équivalent. D'après la loi de Faraday, il apparaît des FEM dans chacun des deux circuits. Donc là, je vais représenter déjà une résistance R1 pour le premier circuit, une résistance R2 pour le deuxième circuit. Je vais donc remettre ici U1 et U2, convention récepteur, donc I1, I2. On va rajouter les sources de tension de Faraday. La loi de Faraday s'applique à condition que les FEM soient orientés dans le même sens que les intensités. Donc ici, on a E1 et E2.
on applique la loi de Faraday. La femme E1 est égale à moins dérivée de phi1 sur dt, où phi1 est le flux du champ magnétique total à travers le circuit numéro 1. Comment s'exprime ce flux? C'est la somme du flux propre, L1 I1, et du flux envoyé par C2 à travers C1, donc M I2. De même, la femme dans le circuit C2, c'est E2 dérivé de phi2 sur dt, où phi2 est le flux magnétique total à travers C2, somme du flux propre L2I2 et du flux envoyé par C1 à travers C2, MI1. Alors, on a une schématisation qui généralise celle qu'on avait utilisée dans les chapitres sur les régimes transitoires avec les bobines et les condensateurs. On représente une bobine idéale toujours avec le même symbole. Donc on sort la résistance R1 qui reste juste en série. On indique l'inductance comme d'habitude. On la voit apparaître d'ailleurs dans l'expression du flux. L2, R2. Et on mentionne sur le schéma équivalent l'inductance mutuelle à l'aide de cette schématisation. Donc cette flèche courbe indique qu'il y a interaction entre les deux bobines. Bien sûr, on remet les orientations et on reporte l'expression des flux dans les FEM de Faraday pour obtenir U1 d'après la loi d'addition des tensions. U1 égale L1 DI1 sur dt, en reportant le flux ici, plus M DI2 sur dt, plus R1 I1. De même, U2 égale L2 DI2 sur dt, plus M DI1 sur dt, plus R2I2. Ceci peut être considéré comme la relation caractéristique des deux bobines, L1 et L2. Et on voit donc que c'est plus compliqué, évidemment, quand il n'y a pas de couplage. On n'a pas simplement une relation entre U1 et I1, mais entre U1, I1 et I2, et de même entre U2, I2 et I1.